Bonjour à tous, petits scientifiques ou non scientifiques. On se retrouve pour notre deuxième séance d'enseignement scientifique à distance et on va travailler aujourd'hui sur la révolution quantique. Alors, ce que vous devez avoir fait, c'est télécharger le fichier PDF qui se trouve sur le NET et c'est parti, on regarde ensemble les objectifs de cette séance. Ce que vous devez retenir, ce sont les conséquences de la révolution quantique du XXe siècle. Cette révolution quantique, elle a introduit un comportement probabiliste de la nature. Et les deux conséquences qui en résultent et qu'on doit retenir à cette séance, c'est le caractère discret des spectres d'émission des atomes, et c'est aussi qu'à partir des informations issues de cette physique quantique, on a pu exploiter les semi-conducteurs, et notamment pour fabriquer les cellules photovoltaïques. Du coup, pour arriver à tout ça, on va devoir interpréter et exploiter des spectres d'émission et on va devoir comparer les spectres d'émission d'un matériau semi-conducteur avec le spectre solaire pour pouvoir décider si ce matériau est susceptible ou pas d'être utilisé pour la fabrication de cellules photovoltaïques notamment. Allez, vous devez lire le contexte, regarder la vidéo du contexte et commencer à répondre aux questions, mettre sur pause et je vous propose la correction juste après. Dans cette première vidéo, on vous dit que tout a commencé par l'effet photoélectrique. En fait, c'est Becquerel qui a découvert le premier l'effet photoélectrique. Il s'agit de quoi? Il a découvert que lorsque l'on éclairait avec de la lumière un matériau, eh bien ce matériau était capable de renvoyer des électrons. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Des expérimentations qui ont suivi la découverte de cet effet photoélectrique, Einstein, il en est arrivé à la conclusion qu'en fait, la lumière, c'est pas forcément qu'une onde, la lumière, elle est constituée de particules chargées qu'on va appeler par la suite des photons. Et en continuant sur cette lancée, il en est arrivé à l'idée que la matière peut émettre ou absorber des photons qui portent une quantité d'énergie bien définie, qu'on va appeler un quantum. C'est une des bases de la physique quantique et ça va être réutilisé par d'autres dans le cadre de l'atome et des niveaux d'énergie de l'atome, c'est ce qu'on va voir ensuite. Les électrons qui gravissent autour d'un noyau, ils sont organisés dans des couches électroniques. Vous vous souvenez? Vous l'avez vu en classe de seconde, ça, les couches électroniques de l'atome. Eh bien, chacune de ces couches va avoir un niveau d'énergie différent et les électrons, ils peuvent passer d'une couche à une autre si on leur amène de l'énergie au départ. Ce sont ces niveaux d'énergie qui sont quantifiés. Et pour passer d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie, il va falloir que l'électron reçoive de l'énergie et exactement la bonne quantité d'énergie pour pouvoir passer de tel niveau à tel niveau. Pour forcer ces atomes à changer de niveau, on va leur apporter de l'énergie en envoyant de l'électricité par exemple. On place ensuite un système optique de décomposition et on va observer le spectre d'émission de cet atome. Le spectre d'émission d'un atome, vous l'avez vu en classe de seconde, il va faire apparaître des raies colorées. Et ces raies colorées, elles correspondent à l'émission d'énergie correspondant au passage d'un électron d'un niveau vers un autre niveau. Grâce à ça, on va pouvoir reconnaître les différents atomes parce que ces raies colorées, elles lui sont propres, elles sont caractéristiques. Si on observe le spectre d'émission du mercure et si on regarde les états d'énergie de l'atome de mercure, eh bien on se rend compte que chacune des raies correspond au passage d'un électron d'un niveau à un autre. Alors si on prend la première que l'on voit sur le spectre d'émission de raies, elle est à 407 nanomètres environ. Elle correspond au passage du niveau d'énergie 6 au niveau d'énergie 2. La seconde raie qui est bleue, elle correspond au passage du niveau 6 au niveau 3 pour une longueur d'onde dans les 435 nanomètres et ainsi de suite pour chacune des raies colorées. Alors vous pouvez vous poser la question, et pourquoi la 365 on ne la voit pas? Tout simplement parce que 365 nanomètres ne fait pas partie du domaine du visible. On est dans le domaine des ultraviolets, donc on ne peut pas voir de raies colorées à cet endroit-là. Ces niveaux d'énergie qu'on appelle modèle quantique de l'atome, ils vont nous permettre de comprendre pourquoi certains matériaux sont conducteurs et d'autres sont isolants. Je vous laisse regarder la vidéo qui est en lien dans la séance. Dans cette vidéo, on vous parle de la théorie des bandes et on comprend en fait que lorsqu'il y a plusieurs atomes côte à côte, les fameux niveaux d'énergie dont on parlait tout à l'heure, eh bien ils sont dupliqués. Il n'y a plus un seul niveau, mais il y en a plein et cela forme une bande.
Et ça explique pourquoi les matériaux conducteurs conduisent l'électricité, tout simplement parce que dans leur cas à eux, la bande qu'on appelle bande de valence et la bande de conduction se rejoignent. Dans ce cas-là, les électrons peuvent passer d'une bande à une autre, le matériau est conducteur. Dans le cas d'un matériau isolant, eh bien c'est le contraire. La bande de conduction et la bande de valence sont espacées et la différence entre les deux bandes, qu'on appelle aussi un gap, eh bien, elle est trop importante pour que l'électron il puisse sauter de la bande de valence vers la bande de conduction. Et du coup, dans un matériau semi-conducteur, on a aussi un gap, un trou entre les deux. Mais par contre, ce trou, il a une différence d'énergie qui est beaucoup plus faible que dans le cas des matériaux isolants, et il est tout à fait possible aux électrons de passer d'un à l'autre, notamment quand on va doper nos semi-conducteurs. Alors évidemment, pour que les électrons puissent passer de la bande de valence à la bande de conduction dans le cas d'un semi-conducteur, il faut que l'énergie qu'on va amener à ces électrons soit plus grande que le niveau d'énergie nécessaire pour passer d'une bande à une autre. Et dans le cas du silicium où l'énergie nécessaire pour franchir le gap est de 1,12 électronvolts, ça veut dire qu'il faut amener au moins 1,12 électronvolts à l'électron pour qu'il puisse passer de la bande de valence à la bande de conduction et rendre le semi-conducteur conducteur. Pour répondre à la question de l'activité, si on amène une énergie de 0,97 électronvolts, ce n'est pas suffisant pour que l'électron franchisse le gap. Par contre, si on lui amène un photon qui a pour énergie 1,20 électronvolts, l'électron pourra franchir la bande de valence et aller dans la bande de conduction. Pour répondre à la question 5, qui est une question pour les spé, mais que tout le monde peut faire, évidemment, on vous demande de retrouver quelle est la valeur de la longueur d'onde des photons à fournir à un électron pour qu'il franchisse la bande interdite, donc pour qu'il saute le gap du silicium. On se rappelle de la formule E égale hc sur lambda, ça nous donne lambda égale hc sur E, et si on fait le calcul en pensant à convertir l'énergie qui est en électronvolts en joules, évidemment, on se retrouve avec une longueur d'onde de 1,1 micromètre environ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le photon qui doit être envoyé sur le semi-conducteur, il doit avoir une longueur d'onde d'au moins 1,1 micromètre pour permettre à l'électron de franchir le gap. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les semi-conducteurs, il faut être capable de savoir quel semi-conducteur sera le meilleur choix possible pour fabriquer une cellule photovoltaïque. Et pour ça, il va falloir qu'on se penche sur le spectre du Soleil et le spectre d'absorption des différents semi-conducteurs. À partir du spectre solaire, on se rend compte que la grande majorité de l'énergie radiative du Soleil, elle provient du domaine du visible. Donc on va tâcher de voir quel semi-conducteur va absorber le mieux dans ce domaine-là. Le domaine du visible, il va de 400 à 800 nanomètres et on se rend compte que dans ce domaine-là, celui qui absorbe le mieux serait, par exemple, potentiellement le germanium Ge sur la courbe orange. Pourtant, on nous a dit que les cellules photovoltaïques, elles étaient fabriquées à partir de silicium. Regardez encore à nouveau la vidéo qui vous explique le fonctionnement des cellules photovoltaïques, mais c'est du silicium. Et le silicium, apparemment, c'est pas celui qui a la meilleure absorption dans le domaine du visible. Alors essayons de comprendre pourquoi on a choisi le silicium. Pour cela, on va regarder dans un premier temps la répartition des matériaux dans la croûte terrestre. Et on se rend compte que dans la croûte terrestre, il y a beaucoup de silicium. Le silicium est notamment présent dans le sable. Le silicium est donc bien moins coûteux à extraire, écologiquement parlant et économiquement parlant, que du germanium qui, lui, effectivement a une meilleure absorption de l'énergie du Soleil, mais qui est très peu présent sur Terre. Le deuxième point qu'on peut regarder pour le choix d'un semi-conducteur, c'est son rendement. Et on se rend compte en regardant ce graphique que le rendement du silicium est meilleur que le rendement du germanium dans l'utilisation de cellules photovoltaïques. Donc pour qu'un semi-conducteur soit utilisé pour fabriquer des cellules photovoltaïques, il faut qu'on puisse extraire ce semi-conducteur facilement dans la nature, il faut qu'il ait un bon rendement et il faut aussi que le spectre d'absorption de notre semi-conducteur recouvre la plus grande partie possible du spectre du Soleil.
On vient donc de voir au travers de cette activité que les informations issues de la physique quantique ont permis par la suite de développer des cellules photovoltaïques permettant ainsi de récupérer l'énergie du soleil pour la transformer en électricité.